Bonjour, dans cette vidéo j'aimerais te montrer la rédaction complète pour un sujet de résistance des matériaux, ou en tout cas pour la première question qui consiste à déterminer le torseur de cohésion d'un modèle poutre. La première étape que je t'encourage à faire quand ce n'est pas imposé par le concepteur du sujet, c'est de poser un paramétrage. Ici je vais commencer par situer la position de la force F1, de l'action mécanique F1 par rapport à la référence qui est le point O. Je vais dire qu'elle s'applique à un point qui s'appelle B et que cette distance-là est L1. Je vais faire pareil pour F2, je vais dire qu'elle s'applique à un point C qui est situé à une distance L2 du point B. Dans un second temps, je remarque que ma poutre, entre guillemets, peut se séparer en trois parties, donc le segment OB, le segment BC et le segment CA. Donc je vais avoir à étudier trois tronçons pour déterminer le torseur de cohésion tout au long de la poutre d'axe X et de distance donc L. Donc ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va repérer les différents points où on va exprimer le torseur de cohésion, nos différents tronçons. Donc ici on va appeler ce point-là G1 de X. On va le coter par rapport à la référence qui est le point O à une distance X. On va faire pareil, on va repérer donc à notre segment sur BC un point G2 de X. On exprimera le torseur de cohésion au point G2 de X. Donc pareil, on va le coter par rapport à la référence à une distance X. Et on va faire pareil, on va sectionner au niveau de la fibre neutre à un point G3 de X à une distance X de notre référence. Voilà pour le paramétrage qui est complet. Ensuite, ce qu'on va chercher à faire, c'est déterminer les inconnus de liaison de notre problème. Donc pour ça, on va appliquer le principe fondamental de la statique. Et là, c'est important parce que je te pose vraiment la rédaction complète du principe fondamental de la statique. Dans un premier temps, on va dire quoi? On va dire qu'on isole la poutre, qui est donc notre système à isoler. Donc on isole la poutre, ok. Ensuite, on réalise le BAM, qui est le bilan des actions mécaniques extérieures. Je t'encourage dans un premier temps à écrire complètement bilan des actions mécaniques extérieures, puis parenthèse BAM, et ensuite enchaîner tout au long de ton sujet pour décrire BAM, ne plus avoir à écrire complètement bilan des actions mécaniques extérieures. Donc ici, je ne l'ai pas fait, mais c'est quand même quelque chose que tu devrais faire. Ensuite, je fais l'inventaire des actions mécaniques extérieures. Donc qu'est-ce que j'ai comme action mécanique extérieure? J'ai dans un premier temps une action mécanique au point O, une action de liaison au point O, qui a deux composantes. Donc, une composante dans la direction YO, une composante dans la direction YO, et une composante dans la direction XO. Je vais avoir ensuite l'action mécanique extérieure en B, qui est un torseur glisseur dans la direction -Y, qui s'appelle F1. Je vais avoir une autre action mécanique extérieure F2 qui se sépare en deux composantes. Si on repère un angle alpha ici, elle se sépare par une composante en projection sur X qui est F2 cosinus alpha et sur Y F2 sinus alpha. Les deux sont marqués par un signe moins puisque la projection sur X de cette force-là te donne une force dans cette direction-là et la projection sur Y te donne une force dans cette direction-là. Donc si tu travailles dans ce triangle rectangle dont l'hypoténuse est F2, ici tu as F2, ici tu as F2Y, et ici tu as F2X, là tu as un angle alpha, tu vois que F2Y c'est tout simplement F2 sinus alpha, voilà sur un triangle, le sinus alpha ça va être l'angle, le côté opposé à l'angle, donc F2Y, divisé par F2, donc f de y c'est bien f2 fois sinus alpha, et f de x ça va être du coup, donc c'est l'angle adjacent, donc là c'est le cosinus de alpha qui va être égal à f de x sur f2, et donc f de x c'est bien f2 cosinus alpha. Et le signe, c'est l'explication que je viens de te donner. Et enfin, comme dernière action mécanique extérieure, tu vas avoir l'action de liaison de l'appui simple en A, qui te donne un effort YA dans la direction Y. On écrit le principe fondamental de la statique dans le référentiel de eau supposé galiléen, fondamental, supposé galiléen, sinon tu ne peux pas appliquer les lois de Newton. Et on commence par écrire
Donc une première partie du principe fondamental de la statique, hein, tu le sais, en SI, on va décomposer, en mécanique du solide en fait, hein, on va décomposer le principe fondamental de la statique en deux parties, donc le théorème de la résultante statique et le théorème du moment statique. Donc, le théorème de la résultante statique s'exprime dans les trois axes, x, y et z, et le théorème du moment statique s'exprime également sur les trois axes, mais tu dois exprimer donc tes moments à un point particulier que tu as déterminé par bon sens physique, et souvent aussi des astuces mathématiques, hein, on va pas se mentir. Donc, le théorème de la résultante statique nous donne quoi? En projection sur X, eh ben, on voit dans nos torseurs que sur X, on a uniquement, donc on isole la poutre, hein, on n'a que la poutre, de toute façon qu'on a noté 1, on a x0 et on a moins f2 cos alpha x. Moins f2 cos alpha. Donc finalement, notre théorème de la résultante statique, il nous dit que x0 moins f2 cos alpha égale à 0, donc que x0 égale à f2 cos alpha. Ensuite, on va avoir le théorème de la résistance statique dans la direction y, qui nous donne que y0 plus ya moins f1 moins f2 sinus alpha est égal à 0. Donc ça, ça nous donne une bonne information, hein, mais on a deux inconnus pour une équation, et donc on ne peut pas résoudre. Mais c'est pas grave, puisqu'on est capable de déterminer à partir du théorème du moment statique, donc une nouvelle équation. On choisit le point A, parce que au point A, ça nous évite donc d'écrire ça nous évite de faire apparaître donc l'action donc due à l'appui simple YA. On aurait pu l'écrire au point O, ça aurait été la même chose, ça ne nous aurait pas fait intervenir YO, et donc on aurait pu résoudre également. Donc le moment dû à l'action en O au point A nous donne YO fois moins YO fois L, hein, tout simplement, moins YO fois L. Donc pourquoi tu peux le voir, hein, donc bras de levier, donc tu cherches à ramener ce sommet de flèche là en ce point là, donc tu tournes dans le sens négatif, hein, puisque je te rappelle que le sens positif est compté donc de X vers Y, et donc tu as un moment négatif. Si tu n'arrives pas à t'en convaincre ainsi, tu peux écrire que le moment en A de YO, pour simplifier, hein, pour être un peu plus précis, donc le moment en A de 0 sur 1, c'est égal au vecteur nul. Donc le moment en O de 0 sur 1, c'est égal au vecteur nul. Donc le moment en A, par application de la relation de Varignon, ça va être égal à donc le moment en O de 0 sur 1 plus AO vectoriel YO dans la direction Y. Or AO, ça nous donne moins LX vectoriel YO, Y. Sauf que X vectoriel Y, ça fait plus Z. Hein, tu tournes dans le sens positif, de X vers Y, donc ça te donne plus Z. Mais comme tu avais un moins devant, ça te donne moins L, YO, Z. Ici, on projette dans la direction Z, et donc on a juste moins YO fois L. On fait donc pareil pour donc F1 et F2Y. Donc F1, tu cherches à ramener ce bout de flèche là au point A. Donc tu tournes dans le sens positif. Tu tournes donc de moins Y vers X plutôt. Tu tournes dans le sens positif. Hein. Donc je te rappelle que le sens positif c'est ça. Donc ça te donne plus F1 fois L, donc, L moins L1, puisque cette distance-là, donc la distance BA vaut L moins L1, et donc tu te retrouves bien avec F1, facteur de L moins L1. Ensuite, on écrit le moment dû à l'action au point C. D'ailleurs, j'avais mal fait mon boulot, hein, évidemment. Hein. Ça, c'est pour nous aider à déterminer les projections, mais F de Y, il est bien ici. F de Y, il est bien ici. Hein. Je peux enlever ça. Ok. Donc voilà, hein, on va se retrouver avec F de Y. On va écrire directement F de Y fois, du coup, L moins L1 plus L2. Donc G de X. Donc, ça, je peux l'effacer aussi. Et je vais le redessiner. Donc on va avoir G3 de X. Donc, ici.
et G3 de x, bon, tu retiendras que c'est placé à une cote x du point O. Ok, donc ça, ce que je voulais dire, c'est que moins f de sin alpha, enfin f de sin alpha, pardon, je vais l'appeler f de y à partir de maintenant pour me simplifier la vie. Et donc j'ai bien un moment positif puisque je tourne dans le sens positif pour aller de B vers A. Et donc maintenant, ce qu'on va avoir à faire, c'est uniquement isoler y0 dans un premier temps, enfin yo dans un premier temps, puis ya à partir de l'équation du théorème de la résultante statique en projection sur y. Donc yo, quand on l'isole, évidemment, donc on le passe à droite, donc ça c'est pas un moins, mais c'est un plus. Donc on se retrouve avec plus f1 facteur de L moins L1, plus f de y facteur de L moins L1 moins L2 divisé par L. En injectant yo dans l'équation ici de la résultante statique en projection sur y, on se retrouve avec ya qui va valoir f1, donc il faudrait le prouver, donc déjà f2 n'existe pas, donc alors là je sais pas trop ce que j'ai écrit, mais bon, f1, donc ça paraît assez évident. Ici on va avoir des moins. Alors, on va se la réécrire. On va se la réécrire comme ça, on n'a pas de faute. Donc ya, ça va être égal à plus f1 évidemment, plus f de y et pas f2, donc f de y, donc f de sin alpha, donc f de y, moins yo, donc moins f1 fois L moins L1 sur L, moins F2 Y fois L moins L1 moins L2 sur grand L. Ok. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre tout le monde sur le même dénominateur. Donc on va se retrouver avec F1L moins F1L. Ça va faire 0 et plus F1L1 sur L évidemment. Quand on va mettre donc on va mettre ces termes-là. Je me suis pas très bien pris là. On va mettre ces termes-là sur le même dénominateur, hein, tu l'as compris. Et ensuite, on va mettre ces termes-là sur le même dénominateur. C'est ce que j'essaye de faire là. Et donc, si on met sur le même dénominateur la deuxième partie là que j'ai entourée, on va avoir f de y fois L moins f de y fois L. Donc ça va faire 0. Et on va se retrouver avec plus f de y, facteur de L1 plus L2, le tout divisé par L. Donc en fait, ici, il n'y a pas de moins. Donc, on va prendre ça comme ça. Ici, il n'y a pas de moins. Ici, il n'y a pas de... Enfin, ici, c'est un plus, quoi. Voilà ce qu'on a finalement. Et en fait, c'est logique, hein, puisque avec ce qu'on avait avant, on avait que yo et que ya était négatif. Or, sur le schéma, là, on voit directement, même si, bon, ici, les grandeurs yo et ya, elles sont algébriques, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas signées. Mais avec un peu de bon sens physique, on s'attend à ce que yo et ya viennent, pour vérifier le principe fondamental de la statique, s'opposer aux réactions F1 et F de Y. Donc il faut qu'elles soient positives, ces deux réactions-là. Donc ça, c'est le bon sens qui nous le donne, et puis un calcul qui est assez trivial. Ok, donc maintenant on peut s'intéresser au calcul du torseur de cohésion. On peut déterminer le torseur de cohésion. On va s'intéresser au premier tronçon. Le premier tronçon qu'on regarde, c'est celui entre le point O et le point qu'on avait appelé, il me semble, B. Ça, c'est le point C. Donc on se place sur le tronçon OB. Donc autrement dit, entre O et L1. L1 étant exclu de l'intervalle. On va faire une coupure fictive au point G1 de X qui est repéré en jaune, situé à une cote X du point O qui est notre référence. Et donc, on va isoler ici la partie de gauche, puisque c'est la partie de la poutre qui fait intervenir le moins d'action mécanique. Et donc ça nous donne une forme du torseur qui est simplifiée. Mais comme on isole la partie de gauche, hein, maintenant ça commence à rentrer, hein, et ben on va avoir moins les actions mécaniques extérieures. Donc on va se retrouver avec un torseur de cohésion qui va valoir moins YO. On va se retrouver avec un torseur de cohésion qui va valoir moins YO dans la direction Y, moins XO dans la direction X. Donc l'effort normal vaut moins XO, l'effort tranchant dans la direction Y vaut moins YO, et l'effort tranchant dans la direction Y génère un moment. On ramène donc le bout de cette flèche-là, donc ici,
vers le point G de x, donc on tourne dans ce sens-là, dans le sens négatif. Donc on a un moment qui est négatif, ou alors si tu veux tu tournes de y vers x, donc tu as un moment négatif, mais comme tu prends la partie de gauche dans ton torseur de cohésion, et ben tu as un moment de flexion, moment fléchissant dans la direction z qui vaut YO fois x. Tu vérifies toujours pour une poutre d'axe x que tu as bien dmfz sur dx qui vaut moins ty. Ici c'est le cas. Si tu dérives ce truc là, donc le moment fléchissant dans la direction z, tu prends avec YO, sauf que tu prends l'opposé, donc tu as moins YO, c'est bien vrai. Ok. Donc ça, c'est bon. Ça veut dire qu'on n'est pas complètement dans les choux et qu'on peut continuer un peu à espérer qu'on fait juste en tout cas. C'est pas forcément un gage de vérité, mais ça veut dire qu'on va quand même dans le bon sens. On s'intéresse alors au deuxième tronçon, qui est le bout de poutre entre le point B et le point C. Autrement dit, on s'intéresse à une portion, à un intervalle donc situé donc entre L1 et L1 plus L2 exclu. Donc ça va nous donner un torseur de cohésion qui va pas être très compliqué non plus à déterminer. Donc, je sais pas ce que j'avais choisi d'isoler dans mon cas, dans cette correction là. La droite ou gauche, en vérité, c'est à peu près pareil finalement. Mais je pense que j'ai isolé la partie de gauche parce que ça me faisait éviter donc d'utiliser ces projections là, de cette force là. Donc ça et ça, les deux composantes. Donc je pense que j'ai isolé la partie de gauche, mais bon, à voir. Donc en effet, j'ai isolé la partie de gauche. Donc on va avoir quoi comme action mécanique extérieure? On va avoir moins XO, donc je prends l'opposé, maintenant je ne le précise plus, moins YO, on va avoir plus F1, et YO et F1 vont générer des moments au point G2 de X. F1, si je le ramène au G2, en G2, ça me fait donc un moment positif. Je tourne de moins Y vers X, donc on va se retrouver avec un moment qui vaut F1 fois X moins L1, sauf que on prend l'opposé pour le torseur de cohésion, donc on se retrouve avec moins F1 facteur de X moins L1. Et pour le moment généré par YO, il va valoir YO fois X, en prenant en compte du changement de signe. Donc c'est bien ce qu'on rapporte ici. On peut toujours vérifier que dmfz sur dx vaut moins ty. dmfz sur dx, ça vaut moins f1x moins f1 plus yo. Et donc on a bien l'opposé de l'effort tranchant dans la direction y. Donc ça, c'est cool. Ok. Donc maintenant on va s'intéresser à notre dernier tronçon. Donc c'est celui qu'on exprime au point G3 de x, notre troisième coupure fictive donc sur la fibre neutre. On va s'intéresser à un intervalle donc situé entre L1 plus L2 et grand L exclu. Et donc, on va pouvoir écrire en isolant la partie de droite, puisque ça va faire intervenir uniquement cette action mécanique-là. On va se retrouver avec un effort tranchant uniquement YA, et un moment fléchissant YA fois ce bras de levier-là, donc qui est L moins X, dans la direction X. Et donc, on tourne de X vers Y, et donc on se retrouve avec un moment fléchissant positif. Tu ramènes ce point-là ici, donc tu tournes dans ce sens-là, qui est le sens défini positif. Et donc, on a un torseur de cohésion sur ce segment-là, sur cet intervalle-là plutôt, qui vaut YA en effort tranchant dans la direction Y, et YA facteur de L-X pour le moment fléchissant en Z. J'avais posé à chaque fois, puisque je te rappelle que pour un torseur de cohésion ou tout autre torseur, tu dois préciser, quand tu l'écris en colonne, un point et une base dans laquelle tu travailles, et R, évidemment, c'est X, Y, Z. Ok. Et on peut toujours vérifier que dmfz sur dx vaut moins ty, ici c'est évident, ya facteur de L-X, si tu dérives ça, ça te fait bien moins ya, qui est l'opposé de ya, notre effort tranchant dans la direction y. Voilà qui vient conclure notre exercice donc
sur donc le calcul du torseur de cohésion, l'élaboration du torseur de cohésion de cette poutre donc chargée sur 2 points d'application avec une charge inclinée. Donc voilà, je vois que en route j'avais oublié un E, j'ai dû l'effacer en même temps que le gribouillage sur la figure. Mais voilà, donc on a ici donc la construction, en tout cas la démarche complète de la résolution d'un problème donc sur l'élaboration du torseur de cohésion avec l'écriture du principe fondamental de la statique d'une manière assez rigoureuse et même si on peut toujours mieux faire, hein, et le calcul pour 3 tronçons qui je pense est le maximum qu'on puisse te demander. Bon, évidemment avec des chargements qui seront plus ou moins compliqués que ce qu'on a vu là. Bonne continuation et à bientôt.